Chemins de traverse, la passion au bout des doigts, une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Dans les épisodes précédents, il était question du premier ustensile que s'achète un berger, le parapluie du berger. Notre berger a donc maintenant son parapluie, son bleu comme il dit. Mais avant de monter à l'estive, un autre objet peut lui être indispensable si c'est un fumeur et surtout un amoureux de la lenteur. Bonjour et bienvenue chez Nicolas Gutierrez, pipier. Nicolas Gutierrez, pipier de 33 ans, et donc nous sommes dans les Landes, dans un petit village qui s'appelle Bellus, en Pays d'Orte. On est à la croisée des chemins du Pays Basque, du Béarn, des Landes. Donc Pays d'Orte, c'est l'ensemble de villages qui s'enroulent autour de Peyrehorade, qui est la ville juste à côté. Et vous avez donc Orthez qui fait partie bien sûr, Pays d'Orte et tous les petits villages aux alentours. Et vous êtes landais, vous, à l'origine ? Oui. Ouais, donc vous êtes du pays ? Je suis natif de Dax, donc à la sous-préfecture. Ouais, produit local. C'est par une belle matinée de février 2022 que je me suis rendu chez Nicolas, au petit village de Bellus, à la rencontre de l'un des derniers pipiers de France, intronisé en 2016 au sein de la confrérie des maîtres pipiers de Saint-Claude, capitale mondiale de la pipe, dans le Jura. Comment devient-on pipier ? Alors il faut du hasard un petit peu. Pour ma part, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas d'école. C'est un métier qui techniquement n'existe pas. N'existe plus, en tout cas. Oui, plus. On nous range avec les fabricants de jouets, les sabotiers, tous ces gens qui grattent du bois et on fait des objets décoratifs. Bon, donc il n'y a pas d'école et moi je suis complètement autodidacte. Ceux qui ont la chance d'habiter un petit peu plus vers l'est, vers le Haut-Jura, ont encore Saint-Claude, il reste encore une usine où on va pouvoir aller quand même apprendre sur des machines particulières le métier, avec des gens qui ont l'expérience de leur âge. Mais non, ici, complètement autodidacte. Et c'est le hasard qui m'a amené vers ça. Et quel est ce hasard ? Parce que en fait, je voulais travailler le bois depuis très longtemps. Et le manque de place ici, puisque l'atelier est pas grand, j'ai à peine 25 mètres carrés. Et bon, il y a quand même des machines à placer. Il a fallu trouver quelque chose de plus petit à travailler que le mobilier. Et étant fumeur déjà, de cigarettes dans un premier temps, puis de cigares, puis voilà, j'ai voulu goûter d'autres tabacs, d'autres choses. Et petit à petit, on évolue vers la pipe. Sur les forums, quelques lectures qui me disent, tiens, il y a des choses vraiment à découvrir là-dedans, allons-y. Sauf que les pipes, ça coûte très cher quand on débute. Et du coup, j'ai commencé par restaurer. J'ai fait quelques recherches sur des groupes américains, sur des groupes francophones. Et il y a possibilité de restaurer des pipes avec un minimum de matériel au début, puis maintenant quand même quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Voilà comment j'y suis arrivé. Donc c'est la pipe qui vous a amené à être pipier. Ouais, tout à fait. Pas l'inverse. Tout à fait. C'est la pipe qui vous a amené à être pipier. Ouais. Voilà. Je suis tombé dedans à pieds joints. Vous êtes formé tout seul ou vous êtes allé à Saint-Claude bosser chez des gens, apprendre à droite à gauche ? Je suis allé observer à Saint-Claude. J'ai fait quelques semaines chez Pierre Morel, qui est un des derniers, si ce n'est le dernier meilleur ouvrier de France encore en fonction. Un des 2-3 derniers artisans de Saint-Claude, justement. Et donc, j'ai appris un petit peu en observant son travail pendant quelques semaines là-bas. Mais au final ici je ne travaille pas sur les mêmes machines, donc c'est une toute autre méthode que j'ai dû développer, un outillage que j'ai dû me faire aussi, puisque l'outillage n'existe pas. Voilà. D'accord. Il n'y a pas d'outillage, il n'y a pas de... Non. Enfin, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus, voilà, puis c'était l'outillage qu'on va trouver sur la région saint-claudienne, ça va être adapté à des machines qui ont 150 ans, avec des pas de vis bien précis, des choses, ça n'existe vraiment plus. Donc il faut improviser un petit peu, quoi. Se dire, je vais fabriquer des pipes. Dans un métier qui n'existe pas. Un métier qui n'existe pas. Avec un équipement qui n'existe pas. Il n'y a rien qui existe. J'aime le challenge. Oui, tout à fait. Oui, je vais fabriquer des pipes. Bon, c'est vrai que vous êtes fumeur à la base, donc oui, ça, voilà.
Il y a ce côté-là, d'arriver à se fabriquer sa pipe ou de restaurer sa pipe. L'origine de la pipe. Un peu d'histoire. Histoire. La pipe, ça vient d'où à la base? On sait d'où ça vient ou est-ce que c'est apparu partout en même temps? La pipe est très probablement amérindienne. Voilà, les premières pipes étaient liées à des rituels de fumage. Et voilà, très probablement, elle est amérindienne, à moins qu'elle ne soit née sur le continent africain, à l'époque où la pipe n'était pas un objet transportable, mais simplement un trou dans le sol, dans lequel on fumait des herbes qui n'étaient pas encore du tabac, mais D'accord. Voilà. La pipe de bruyère, par contre, elle est née à Saint-Claude. Malgré sa présence depuis des millénaires sur tous les continents, les origines de la pipe restent encore mystérieuses. Quelques pistes existent malgré tout. La pipe a un symbole de paix et de partage dont les premières traces datent de 500 ans avant Jésus-Christ. Elles étaient alors en bois ou en roseau et étaient utilisées par les Scythes, peuple indo-européen de la moyenne Volga. Les Romains et les Celtes fumaient des herbes avec la pipe. Sur le nouveau continent, comme nous l'a dit Nicolas, les Amérindiens fumaient la pipe bien avant l'arrivée des Européens. Le tabac était également cultivé depuis longtemps pour ses vertus curatives. Les Indiens d'Amérique fumaient également la pipe dans un esprit de partage et de paix, le calumet, un des ancêtres de la pipe. Plus proche de nous, c'est aux alentours du XVIe siècle que les pipes en terre sont fabriquées dans le nord de l'Europe. Au XVIIe siècle, l'anglais William Bernils migre en Hollande pour y fabriquer des pipes en terre. Peu à peu, la pipe touche aussi les Français qui, après la guerre de 30 ans, 1618 à 1648, fabriquent les premières pipes en terre à Dieppe et à Dunkerque. À la moitié du XVIIIe siècle, les pipes se sont répandues sur tout le territoire. Au XIXe, la pipe devient un objet incontournable et même une marque de reconnaissance pour les soldats napoléoniens. C'est également à cette période que les premières fabriques industrielles de pipes apparaissent, avec notamment les pipes en bruyère, qui vont faire la renommée du village de Saint-Claude, dans le Jura. Ça se fabrique encore beaucoup, il y a des gens qui demandent. On voit moins quand même. Moi je me rappelle, étant, si ce n'est que bon, quand j'étais gamin, autant on voyait encore des gens fumer la pipe. Là maintenant, non. C'est vraiment anecdotique, quoi. Croiser des gens. Alors, il y a plusieurs facteurs, du coup, c'est on peut plus fumer en intérieur dans les lieux publics, et Dieu merci, hein, c'est une très bonne chose, mais du coup, quand on se lance sur une pipe de taille moyenne, on a environ 1 heure, 1 heure et demie de fumage. Ah d'accord. Donc fumer dans la rue, ça veut dire rester sur le trottoir pendant 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. D'où le fait qu'on ne voit plus de fumeurs dans la rue, quoi. Faut que le paysage soit beau. Hein. Oui, voilà, exactement. Faut être un contemplatif. C'est vrai. Mais après, donc, essentiellement, moi, ma clientèle est encore à l'étranger. J'essaie de recentrer sur la France. Donc j'ai quelques clients locaux également, mais encore en grande partie pour les pipes que je fabrique, elles partent à l'étranger, et les pipes que je restaure de plus en plus restent en France. Pourquoi ? Pour l'instant, je ne sais pas, mais il faut que j'essaye de comprendre un petit peu plus peut-être le marché fumeur français. Peut-être qu'on fume plus la pipe à l'étranger, et puis que les Français, ils en ont, et par nostalgie, font restaurer leur pipe. Aussi, c'est vrai. Peut-être ça aussi, c'est peut-être pas, même pas pour les fumer, c'est peut-être pour juste la pipe du grand-père, de l'arrière-grand-père, de papa, enfin bon... Oui, on m'appelle souvent aussi pour ça. J'ai hérité de pipe, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que est-ce que ça a de la valeur je vais passer, je vais regarder ça. Donc voilà, j'évalue, et en fonction, on fait restaurer, et ils les gardent. La plupart du temps, ils les vendent pas. On la remet sur le meuble, elle est belle, elle brille. Et... Fumer, la pipe, fumer la pipe. On sent qu'il y a quand même un certain art de vivre. Il y a quelque chose, ou même quand on voit, ça caractérise des personnages. Quand on regarde un Prévert classique, on le voyait assis à un café, souvent avec sa pipe, ou des personnages plus
plus de romans comme Sherlock Holmes, aussi. Bande dessinée, il y a Popeye, il y a... Enfin voilà, il y a des... Popeye avec sa pipe maïs, Voilà, dans le verre, il y a des... ou Capitaine Haddock, enfin bon, on en trouve autant dans l'univers de la littérature, au sens très large, que dans le domaine d'hommes d'une certaine notoriété, ou même personnalité, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même, je sais pas, il y a quelque chose. Vous avez creusé, c'est un peu cet art de vivre. Fumer la pipe, c'est l'éloge de la lenteur, en fait. Hein, c'est un art de vivre. Préparer sa pipe avant de l'allumer, ça prend déjà un certain temps. On commence par aérer le tabac, par l'émietter, on met un petit coup dans sa pipe si on l'avait pas bien nettoyé en la vidant, et puis on va commencer à labourer un petit tiers qu'on va tasser, on revient un petit peu, on arrive à la moitié, on retasse, on remonte jusqu'en haut, on tasse une troisième fois, on teste le tirage, est-ce qu'on n'a pas trop tassé, c'est bon. Là on peut mettre feu au tabac. Et puis après, voilà, comme je vous le disais, on est parti pour 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de fumage. Plus on fume lentement, plus le tabac est froid, plus il développe d'arômes en bouche. Donc voilà, plus on va lentement, mieux c'est. Et forcément, ce moment où on est face à son foyer pendant 1 heure et demie, ça amène peut-être à penser, à réfléchir, ou en tout cas à se détendre, c'est certain. Voilà, ça ne se fume pas comme une cigarette, vite en 5 minutes, vite j'y retourne, je finis ma cigarette, je la jette. Alors on est vraiment sur quelque chose de... sur un rituel en fait. D'accord. Rituel, et puis même on doit profiter, je pense, parce qu'il doit y avoir différents tabacs, des saveurs, des arômes qui se développent. Je pense qu'il doit y avoir un peu ça aussi. Il y a beaucoup de tabac. Alors malheureusement en France on n'est pas bien servi. Donc ça c'est le contre-coup de la loi Evin. C'est bien de plus fumer dans les lieux publics, mais alors les taxations sur les tabacs a fait que beaucoup de fabricants ont commencé à diminuer leur éventail, leur gamme, voilà. Et du coup, en France, ça devient un peu compliqué, quoi. Il faut aller se servir pour les frontaliers à l'étranger, quoi. Puisqu'en plus, il est devenu interdit d'expédier, ou de se faire livrer du tabac par voie postale. Donc maintenant, on peut même plus le commander sur des sites étrangers, quoi. Et il faut se déplacer en respectant, pour pouvoir passer à la douane, les quantités. En France, c'est devenu un peu compliqué, il faut bien l'avouer. Peut-être, voilà, d'où le fait que y a toujours un peu moins de fumeurs, quoi, mais mais sinon, oui, il y a quand même de belles découvertes à faire, c'est certain. À l'origine, la pipe servait à l'usage d'herbes diverses. Les pipes à tabac remontent au XVIIe siècle, lorsque le tabac, qui était alors uniquement prisé, devient fumé. Le fumage de la pipe n'était donc pas à l'origine associé au tabac, mais aux herbes et à un usage chamanique. En France, à la Restauration, le romantisme et la pipe faisaient bon ménage. La pipe devint l'objet du travailleur, puis celui des intellectuels et des personnalités. Si au XIXe siècle, la pipe était une marque de reconnaissance pour les soldats napoléoniens, au XXe siècle, elle entre dans l'armée, avec notamment le brûle-gueule du poilu ou la pipe raffinée de l'officier britannique. Puis la pipe aura également l'image du penseur, du philosophe, de l'artiste, de l'écrivain, avec entre autres Simenon, Sartre, Prévert, Brassens, Jacques Faisan et bien d'autres. Fumer la pipe, une attitude, un art de vivre, une façon d'être. Et ça amène quoi comme satisfaction? Parce que vous êtes à la fois fumeur, fabricant, collectionneur aussi, je suppose. Oui. Donc c'est quand même vraiment un art de vivre. C'est pas que le fait de fabriquer la pipe, quoi. Il y a tout ce qui tourne autour que vous avez, vous. Oui. De fumer, de collectionner. Bien sûr. Et de chercher. De fouiller en permanence, regarder les annonces, voir ce qu'on peut retrouver. Je suis tout le temps à la recherche pour moi personnellement, pour ma collection. Ensuite après pour restaurer aussi et pour revendre, mais d'abord pour moi, pour ma collection. Je sais pas, je dois en avoir entre 250 et 300 à moi personnellement. Ah d'accord, ah oui, c'est une belle collection. Oui, c'est trop, mais bon, c'est comme ça quand on aime. Nom d'une pipe. Sa collection, Nicolas Gutiérrez, notre pipier,
nous en parlera dès le prochain épisode et nous aborderons également l'anatomie d'une pipe. Au revoir et à très bientôt.